Bonjour, alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va s'intéresser à un nouveau problème d'Advent of Code. La dernière fois on a regardé le problème numéro 11 qui illustrait le tri topologique dans un graphe orienté. Aujourd'hui on va s'intéresser au jour 8 de 2025, qui était un jour assez intéressant puisque c'était une application très directe d'une structure qui est au programme de classe prépa en MPI. C'est une structure qu'on appelle Union Find, structure unir trouver. Bon. À quoi ça sert une structure Union Find? C'est un truc un peu particulier qui permet de représenter des ensembles d'objets et de fusionner des ensembles d'objets de manière efficace. C'est quelque chose qu'on étudie en MPI dans le cadre des graphes aussi, quand on s'intéresse à l'algorithme de Kruskal, qui sert à trouver un arbre couvrant de poids minimum. Ici, ce problème, c'est vraiment quelque chose qui est stricto sensu du Union Find, et donc ça, on va pouvoir en parler rapidement et expliquer pourquoi est-ce qu'on va utiliser Union Find et quelle implémentation on va utiliser, on va expliquer comment ça marche, et ça va permettre d'expliquer ce que c'est Union Find et de parler un petit peu de complexité sur cette structure. Alors ici, euh, quel est le problème qu'on considère? C'est un problème où on a un ensemble qui est donné ici par l'exemple, un ensemble de boîtes dont on donne les coordonnées x, y, z, qui sont des coordonnées entières. Et on va dire, donc, quand on lit ici, donc x, y, z, et ce qu'on veut, c'est fusionner au fur et à mesure des boîtes pour former des circuits. Et on va fusionner au fur et à mesure les boîtes les plus proches. Donc on regarde les deux boîtes les plus proches et on les fusionne. Donc ici, par exemple, premier exemple, bon, là c'est difficile à voir, mais les deux boîtes les plus proches, ce sont celles-ci, plus proches selon quelle distance? Selon la distance euclidienne. Donc la distance dans l'espace classique. Et donc, on fusionne les deux boîtes les plus proches, et on continue, on continue, on continue. Et on nous dit qu'en fait, euh, on va continuer jusqu'à quand? On va faire 1000 fusions. On va faire 1000 fusions, et au bout d'un moment, au bout de 1000 fusions, récupérons les trois plus grands circuits qui ont été formés, et multiplions leur taille. Euh, donc en fait, c'est quoi les circuits qui sont formés? Bah, à chaque fois qu'on fait une fusion, deux boîtes sont connectées par, on va dire, un câble, et ça forme un circuit. Donc en fait, de quoi est-ce qu'on part? On part de plein de mini-circuits qui sont chacune des boîtes, et à chaque fusion, euh, deux classes séparées de boîtes vont en former une nouvelle. Possiblement, ce qu'on nous explique, euh, possiblement, à un moment, on va fusionner deux boîtes les plus proches, elles sont déjà dans le même circuit. Dans ce cas-là, il n'y a pas de fusion qui se fait, juste on ne fait rien en fait. Mais donc ça compte dans les 1000. Donc on fait ça 1000 fois, et à la fin, on va avoir des circuits de différentes tailles. On aura peut-être encore des circuits de taille 1, peut-être des circuits de taille 2 et plus, et nous on veut récupérer les trois plus grands circuits, et multiplier leur taille entre elles. Et donc ça, on reconnaît tout de suite du Union Find. Qu'est-ce que c'est Union Find? Alors Union Find, c'est une structure abstraite. Qu'est-ce que c'est une structure abstraite? C'est une structure de données qui peut être implémentée de différentes manières en machine, par des structures concrètes, structures abstraites. Qu'est-ce que c'est? on peut, on peut parler d'une structure qui permet de faire différentes opérations, mais on ne dit pas quelles sont la manière, on va dire qu'il y a plusieurs manières d'implémenter cette structure, et pour Union Find, c'est le cas. Comment est-ce qu'on décrit une structure abstraite? Donc, ici, Union Find, on va décrire les opérations qu'elle permet de faire. Donc c'est une structure dont on ne précise pas l'implémentation. Et donc on va pouvoir parler de manière abstraite des différentes opérations permises par la structure, parce qu'on va pouvoir dire, on va utiliser telle opération, telle opération, telle opération, et on va cacher dans le décor la manière dont c'est réalisé. Et ça permet de mieux raisonner sur les algorithmes qui vont utiliser ces structures.
structure dont on ne précise pas l'implémentation, ou les modalités de l'implémentation. Notamment, ça pourrait donner lieu à plusieurs complexités différentes, plusieurs coûts en temps, en fonction de la manière dont on va faire ça. Chacune avec peut-être ses avantages et ses inconvénients. Donc, on va pas préciser l'implémentation, on donne seulement les opérations permises par la structure. Les opérations permises par la structure. Donc un exemple, c'est la structure UnionFind. C'est l'exemple ici qui va nous intéresser. La structure UnionFind, ou unir et trouver, mais on appelle ça le plus couramment UnionFind, ça doit permettre de faire pas grand chose finalement. La première chose, initialiser. C'est une première opération, et qui va prendre en entrée un entier n. Concrètement, on a envie d'initialiser n éléments comme étant chacun dans sa propre classe. Et donc, au départ, les classes sont des singletons, sont juste chaque élément individuel. C'est exactement ce qu'on a pour le cas de nos boîtes, puisque chacune des boîtes est dans son propre circuit, et ce n'est qu'après qu'on va les fusionner. Donc initialiser de n, ça crée n classes singletons. Donc ça va être fait une fois au début, et puis c'est tout. Et ensuite, on a deux opérations qui sont union et find. On va d'abord parler de find. Find, pour, disons, un élément i. Alors, les n classes, ici, singleton, on va dire, donc c'est les éléments de 0 jusqu'à n-1. Donc, je pense que c'est une par bijection. Si on a n éléments, on va pouvoir les numéroter de 0 à n-1. Ici, ça va être le cas aussi. Chacune des boîtes aura un indice dans cet intervalle-là entier. Et donc, on peut parler de chaque élément comme étant identifié par son numéro i. Et donc, find de i, ça doit renvoyer un représentant identique pour tous les éléments de la classe de i. Donc, dans la classe de i, au départ, il n'y a que i. Donc au début, si on appelle find de i, ça nous renvoyait i. Mais au fur et à mesure qu'on va faire des unions de classes et qu'on va fusionner les classes entre elles, il pourrait y avoir plusieurs éléments dans la même classe. Nous, ce qu'on veut pour find, c'est que pour tous les éléments d'une même classe à un instant donné, il nous renvoie le même représentant. Ça permet d'avoir un représentant, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'élément qui... c'est le chef de la classe. Bon, en tout cas, il permet d'identifier et d'avoir un numéro unique pour tout le monde. En particulier, si on fait find sur deux éléments différents, s'ils ont le même représentant, si ça renvoie la même valeur, c'est qu'ils sont dans la même classe. Si ça renvoie de valeurs différentes, c'est qu'ils sont dans deux classes différentes. Et enfin, on va avoir union. Union, ça prend en entrée deux éléments, i et j, et ça fusionne les classes de i et de j. Alors, du coup, ça présuppose que les deux classes sont différentes. Ou alors, il va falloir préciser comment est-ce qu'on fait. En général, avant de faire une union, on va vérifier que ce ne sont pas des éléments qui sont dans la même classe. Et donc ça, c'est une structure abstraite, parce qu'on dit juste, bon voilà, on permet de faire ces trois opérations. L'intérêt, c'est que maintenant, on va pouvoir dire qu'on conçoit des algorithmes en parlant de ces opérations-là, et ça va pas nous demander de préciser comment est-ce que c'est fait, ça va être caché derrière. Évidemment, nous, on expliquera plus tard comment est-ce qu'on va implémenter UnionFind, mais déjà, ça permet d'abstraire le raisonnement et l'algorithme qu'on va utiliser. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Revenons à notre problème. On a n boîtes,
Puis, qu'est-ce qu'on en fait? Au départ, on initialise n classes, donc en appelant initialiser. On va créer n classes séparées. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire 1000 fois? Récupérer les deux boîtes les plus proches. Alors, on va les classer par distance croissante, les paires de boîtes. Et donc, ça va demander de faire un tri, bien sûr. Puis, on va récupérer dans l'ordre les paires de boîtes les plus proches. Et si find de i est différent de find de j, ça veut dire que nos deux boîtes sont dans deux circuits différents, alors on va faire union de ij, ça va fusionner les deux classes. On fait ça 1000 fois, et à la fin, on n'a plus qu'à récupérer les classes les plus grandes, les classes de plus grande taille, et à fusionner leurs éléments. Non, on va faire le produit de leur taille, les trois plus grandes. Alors techniquement, ici, on n'a pas un moyen d'accéder simplement aux tailles, c'est-à-dire au nombre d'éléments dans chaque classe, mais on va s'arranger pour que ce soit présent aussi, et on va voir que dans ce qu'on va implémenter, ça va être utile. Mais donc, rien qu'avec ça, sans que j'écrive l'algorithme, on a la solution, tout du moins à la partie 1, d'ici du problème du jour 8. Il n'y a rien de plus à dire. Maintenant, on a caché derrière l'implémentation de UnionFind. Et il y a plusieurs manières de faire. Il y en a notamment qui sont très faciles à implémenter, mais qui sont peu efficaces. Ce qui, ici, honnêtement, alors, on va juste jeter un petit œil à l'entrée, la grande entrée, celle en entier. On a combien de boîtes? On a 1000 boîtes. On a 1000 boîtes, donc on va avoir 1000 classes. Donc, en fait, ici, peu importe l'implémentation qu'on va utiliser, la complexité ne sera pas horrible, et donc ça va permettre assez rapidement de faire tous nos calculs. Mais bon, tant qu'à faire, essayons de présenter une implémentation efficace. Et l'implémentation qu'on va proposer, ça va être avec des listes chaînées. Et nous, comme on va implémenter ça ensuite en OCaml, on a le type list qui nous permet de faire ça d'une manière très, très agréable et sans trop de problèmes. Donc, proposition d'implémentation. Et donc là, on va arrêter de cacher les détails et on va expliquer comment est-ce qu'on fait. Bon, pour l'instant, on va faire ça avec des dessins. Et après, on va expliquer comment est-ce que c'est fait en pratique. Mais avec des dessins, on comprend assez bien. Chaque classe, ça va être une liste chaînée. Ça va être une liste chaînée. Mais il faut qu'on fasse un peu mieux que ça. Alors bon, déjà, initialiser, du coup, on peut expliquer. Initialiser. Je vais écrire ça en noir. Au début, puisque chaque classe est une liste chaînée, initialisée de n, on va avoir n fois un élément tout seul. Donc par exemple, ici on va avoir la classe 0, ça va être une seule liste chaînée. La classe de 1, ça va être une seule liste chaînée. Donc un seul maillon, tout seul. Pareil pour 1, etc. Jusqu'à n-1, tout seul. Alors là, en l'état, on a déjà une implémentation assez minimale, puisqu'on va pouvoir faire des fusions, on va pouvoir trouver des représentants, mais on va se rajouter des choses dans nos listes chaînées, ce qui va permettre d'avoir accès par exemple aux représentants assez facilement. En particulier, en fait, on va mettre chaque classe, on va lui rajouter en plus son représentant. Donc au début, comme on a expliqué tout à l'heure, chaque élément est dans sa propre classe, donc il est son propre représentant, il n'y a que lui. Est-ce qu'on va rajouter autre chose? Oui. Je suis allé un peu vite. Tant qu'à faire, donc ça c'est le représentant, tant qu'à faire, on va aussi rajouter la longueur de la liste. De toute façon, pour nous, ça va être utile parce qu'à la fin, on va vouloir calculer quelles sont les 3 plus longues listes, quelles sont les 3 plus grandes classes. Donc, ça c'est le représentant.
on va l'appeler rep, et puis on va mettre aussi la longueur, qu'on va appeler, pour l'instant on va l'appeler NB. Et donc au départ, tout seul, tout seul, tout seul, donc chaque longueur c'est 1. Ok. Et maintenant, il va falloir qu'on explique comment on fait une fusion. Alors, pour faire une fusion, ou non, on va pas commencer par la fusion, on va commencer, comme tout à l'heure, par find, trouver. Find de i. Eh bien, pour find de i, ce qu'on veut, c'est renvoyer le représentant de i. Et bien, il suffit de regarder pour chaque élément quel est son représentant. Ici, au départ, on a déjà initialisé chaque élément avec un représentant. Bon, mais au fur et à mesure qu'on va faire des fusions, on ne saura pas forcément où se trouve l'élément, disons, i dans chacune des listes. Donc, autant garder un tableau. Rep, en fait, ça va être un tableau qu'on va conserver à côté et qui va contenir pour chaque élément son représentant. Donc, initialement, le représentant de 0, c'est 0. Donc, à l'indice 0, on garde 0. À l'indice 1, on garde 1, etc. Et à l'indice n-1, on garde n-1. Et donc, dans ce tableau, il va falloir qu'on sauvegarde le représentant de tout le monde. Find de i, maintenant, ça devient tout simple. Il suffit de renvoyer la valeur à la position i. Mais ça, c'est évidemment si tant est qu'on a bien modifié le tableau à chaque fois qu'on va faire des fusions. Bon, donc ça c'est find. Et maintenant, il va falloir expliquer comment est-ce qu'on fait trouver. Non, je me suis encore trompé. Comment est-ce qu'on va faire l'union? Donc union de i et de j. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, on va supposer qu'on a déjà fait le test. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de fusionner deux classes, deux éléments qui sont dans la même classe. On va supposer que le représentant de i est différent du représentant de j. Donc ça a déjà été fait avant, ça a déjà été testé. Donc on suppose ça, et en plus, on va dire qu'on a accès au représentant. Alors, à quoi ressemblent nos listes? On sait qu'au départ, nos listes de maillons, elles sont chacune avec elles-mêmes. Mais là, au moment où on fait l'union, peut-être qu'il y a déjà eu des fusions. Par exemple, peut-être qu'on a quelque chose du type comme ça. On aurait 2 qui est en maillon avec l'élément 5, et puis on va rajouter 3. Okay. Tandis que l'élément 1, il est avec 6, donc ils forment une classe où ils sont 2, et on a une dernière classe, qui est la classe de 0, 0 qui est resté tout seul, depuis tout ce temps. Donc ça veut dire que on a 3 représentants, on a 3 classes différentes. Admettons ici qu'on ait que 6 éléments. Ah non, il nous manque 4. Il nous manque 4, on va remplacer le 6 par 4. Comme ça, on a n égale 6 et on ne s'embarrasse pas du 4. Et voilà. Admettons qu'on fasse union de, disons, 5 et de 4. Je vais faire union de 5 et de 4. Donc ça veut dire que je veux fusionner ces deux classes. Mais, donc il va falloir rattacher l'une des deux listes à l'autre. Déjà, qui est le représentant? Nous, ce qu'on va dire, c'est que le représentant, c'est celui qui est à la toute fin. Ça va nous arranger. Donc ici, nos 3 représentants sont 3 pour cette classe-là, 4 pour cette classe-là et 0 pour celle-ci. On va voir pourquoi. Représentant de 5, 3. Représentant de 4, 4, lui-même. En plus de ça,
on va rappeler que on avait conservé les longueurs de chacune des classes, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans chacune. Et là, ça va vraiment être utile. Ça va vraiment être utile pour notre structure. NB. Alors NB, on va accepter qu'il y ait des valeurs quelconques, là où on ne concerne pas le représentant. Par contre, pour les représentants, il faut bien qu'il y ait la bonne valeur. Donc pour 0, on va dire qu'il est toujours tout seul. Pour 1, en fait, on s'en fiche. Parce qu'on ne va jamais regarder le nombre d'éléments dans la classe à une position qui n'est pas le représentant. Pareil pour 2, on ne va pas s'intéresser à cette valeur. Il y en a sans doute une, mais on ne demande pas qu'elle soit définie. Par contre, pour 3, ben on va dire que le nombre d'éléments, c'est 3. Pour 4, on va dire que le nombre d'éléments, c'est 2 dans la classe. Et pour 5, à nouveau, 5 n'est pas représentant, donc peut-être qu'il y a une valeur, mais nous, ça ne va pas nous intéresser. Ok. Et donc maintenant, il va falloir qu'on rattache donc l'une des deux listes à l'autre. La question c'est, est-ce qu'on rattache la grande liste au début de la petite, ou la grande liste à la fin de la petite? Et bien ce qu'on va faire, c'est rattacher la petite à la gauche de la grande. Pourquoi? Parce que si on a dit qu'on gardait le représentant qui est le bout de la liste, ici l'opération la plus coûteuse, ça ne va pas être de rattacher. Parce que je veux dire, rattacher, il suffit maintenant de créer un lien entre 4 et le début de cette liste-là. On peut y arriver sans trop de problèmes. Mais ce qui reste à faire, et le plus important, c'est de modifier le tableau des représentants. Alors notre tableau des représentants, ici, bon, je vais devoir descendre un peu pour qu'on y voit. Notre tableau des représentants, il est où? Il est là. Et donc le représentant de 0, c'est 0. Pour 1, on a dit que c'était 4. Pour 2, on a dit que c'était 3. Pour 3, c'est 3 lui-même. Pour 4, c'est 4 lui-même. Et pour 5, c'est 3 aussi. Donc quand on va faire rattacher ce maillon-là ici, et créer une grande liste, ça c'est pas très coûteux. Si tant est qu'on a les pointeurs vers les bons endroits. Par contre, ce qui est coûteux, c'est de changer les représentants ici. Parce qu'il va falloir qu'on le fasse pour tout le monde. Dans le tableau, il va falloir que je remplace, maintenant, le représentant de 1, ce n'est plus 4, c'est 3 aussi, et pareil pour 4, son représentant maintenant c'est 3 aussi. Il faut qu'on le change. Parce que sinon, plus tard, quand je réappellerai find, ça ne me renverra pas les bons représentants. Mais donc, on a envie de faire le moins de changements de représentants possible, alors autant le faire pour la liste la plus petite. Et on va montrer que ça va être efficace. Et donc, c'est ce qu'on choisit de faire. Et donc, voilà pour l'union. Alors, on n'a pas vraiment dit comment est-ce qu'on allait faire ici pour trouver la tête de la liste, parce que techniquement, le 2, on n'a pas de pointeur vers cet endroit-là, mais ça peut se faire sans problème. Nous, en OCaml, on verra qu'on n'aura pas ces problèmes-là. Voilà. Mais techniquement, il faudrait décrire que chaque tête de liste a un pointeur vers le tout début, ce qui permet d'accéder à tout le monde à toutes les têtes de liste en temps constant. Quoi qu'il arrive, ici, on a bien décrit notre union. Et donc, nous, c'est exactement ce qu'on va faire ce qu'on va implémenter sur nos boîtes et nos circuits. Pourquoi est-ce que c'est efficace? Bon, l'initialisation, en termes de complexité, si on a n boîtes, on peut supposer que les allocations de chacune des boîtes, ça se fait en temps constant, et dans ce cas, ça se fait en temps linéaire, ce sera fait une fois pour toutes. Donc ici on a 1000 boîtes, ce sera instantané. Find, ça se fait en temps constant, puisque on a juste à regarder une valeur dans un tableau. Si tant est que le tableau a été bien mis à jour à chaque opération, il n'y a pas de problème. Grand taux de 1, donc temps constant, c'est génial. Pour l'union, ça paraît difficile ici de donner une réponse générale, puisque ça va dépendre des longueurs relatives des deux listes. En fait, ce qu'on sait, c'est que si... alors on va appeler NBJ et NBI, les valeurs, ou on peut juste appeler ça NB de I, cela dit, si NB de I, c'est la valeur la plus petite des deux.
et qu'on fait la fusion donc des deux classes. Alors, ce qu'on a dit, c'est que on n'aurait que des opérations en temps constant, sauf les changements des représentants pour la plus petite des listes. Donc en fait, ça serait, si on veut l'écrire de la manière la plus générale possible, grand O de NBI, le minimum des deux. Bon, mais ça, c'est pas très satisfaisant comme réponse parce que ce NB de I, on ne sait pas ce qu'il vaut. Au départ, il vaut 1, mais à la fin, il faudra peut-être plus. Donc en fait, ici, on va parler en termes de complexité amortie. C'est-à-dire, alors on va pas redéfinir tout ce que c'est que la complexité amortie, c'est pas le but ici. Mais l'idée, c'est de se dire, quand on va enchaîner au fur et à mesure des unions, parce qu'on va en faire plusieurs, potentiellement même, à la fin, on n'aura plus qu'un seul grand circuit. Mais ce qui va être important, c'est la somme de toutes ces fusions. La somme des coûts de toutes ces unions, qu'est-ce que ça va être? Et en fait, on peut faire une analyse qui va nous dire que si on s'intéresse à un élément donné, par exemple le 1, on regarde le 1. Peut-être que dans sa vie, le 1, il va être fusionné un certain nombre de fois. Si on arrive à majorer le nombre de fois où ce 1 va changer de représentant, alors on aura la somme des coûts de tous les changements de représentants juste pour 1. On peut faire pareil pour 0, on peut faire pareil pour n-1, on peut faire pareil pour tout le monde. Et comme ici, finalement, ce qui compte, ce sont les changements de représentants, si on arrive à décrire pour chaque élément combien de fois il change de représentant dans sa vie, et qu'on somme tout ça, on aura la somme du nombre d'unions, du coût de toutes les unions au total. Et bien, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que à chaque fois que 1, disons, change de représentant, qu'est-ce qu'il arrive à sa classe? Eh bien, dans le cas le plus limite, on fusionnerait avec une classe qui fait la même taille. S'il change de représentant, ce qui est sûr, c'est que l'autre classe, elle est de même taille ou plus. Donc, la taille de la classe de 1 va doubler à chaque fois qu'il change de représentant. C'est ça le plus important. Et donc on va l'écrire ici. Il faut que je descende, malheureusement on ne va pas tout voir. Analyse de plusieurs unions. À chaque fois, donc on va pas dire pour 1, on va dire de manière générale, à chaque fois que I change de représentant, on a NB de I double au moins. Peut-être même qu'il fait beaucoup plus, NB de I, peut-être qu'il triple, mais en tout cas, au moins, la taille de la classe de I double. Mais combien de fois est-ce que I peut doubler sa classe? Au départ, NB de I, ça vaut 1. Puis, au maximum, quand est-ce la dernière union qu'on pourrait faire, ce serait l'union où tout le monde serait ensemble. Donc à la fin, on aurait NB de I égale N. Tous les éléments sont ensemble. Donc le nombre d'éléments dans sa classe, c'est tout le monde. En combien d'étapes est-ce qu'on arriverait à ça? Au nombre maximum d'étapes. Donc ici, on a fait k égale 0 étape. Si on fait k égale 1 étape, on sait qu'au minimum, on a 2 éléments. On va mettre, disons... Non, dans l'autre sens. On aurait un nombre d'éléments supérieur ou égal à 2. Si j'ai fait maintenant 2 changements de représentants, alors, au moins, dans la classe de I, il y a 4 éléments. Si j'en fais k égale 3, alors j'en ai un nombre supérieur ou égal à 8 maintenant. Et donc en fait, on va avoir des puissances de 2. Si NB de I égale N, alors plutôt NB de I égale N, est-ce qu'on a une valeur de K pour laquelle c'est garanti? Ici, si on suit le raisonnement et qu'on fait une petite récurrence immédiate, si K c'est égal à log en base 2 de N, alors on va avoir NB de I, ça va impliquer que NB de I sera supérieur ou égal à N. Et donc égal, puisqu'on ne peut pas en avoir plus. Alors, K égale log de 2N, il faut être un peu précis.
Ici, bon, techniquement, on va prendre la valeur, la valeur entière supérieure, comme ça on est sûr d'avoir un entier, et donc on est sûr qu'à ce nombre d'étapes-là, on aura au moins n éléments dans la classe de i, et donc on peut majorer le nombre de fois que i change de représentant par log n, ou par quelque chose qui est proche de log n. Mais il y a combien d'éléments? Il y a n éléments. Donc le nombre de changements de représentants pour tout le monde, ça va être maximum n log en base 2 de n changements de représentants, ou voilà, partie entière. Et log n, c'est assez petit, hein. Enfin en tout cas ça croît très lentement avec n, donc ici si on a n égale 1000, n log n changement de représentant, c'est tout à fait minimal et tout à fait instantané. Toutes les autres opérations sont en temps constant, donc si on a un certain nombre de fusions, on va avoir juste quelque chose de linéaire au total, donc ce sera aussi négligeable. Et donc, voilà, on ne peut pas dire que ce soit une complexité globale n log n, voire même on peut pas dire que chaque élément, que chaque fusion, sa complexité c'est log n. Par contre, on peut dire que si on fait un nombre maximal de fusions, alors toutes ces fusions coûteront n log n. Or ici, ça va être le cas. Donc c'est pour ça que c'est une analyse amortie. C'est pas une opération elle-même qui est peu coûteuse, c'est l'enchaînement de plusieurs opérations qui, cumulées, et fait quelque chose de peu coûteux. Et donc voilà ce qu'on va implémenter. Voilà ce qu'on va implémenter. On peut regarder en OCaml ce que ça donne. Alors, on va essayer de ne pas trop anticiper sur la partie 2 et d'expliquer ce qu'on fait juste pour la partie 1 dans le code, même si là les deux sont mélangés dans ce que je vous propose. C'est où? C'est là. Alors, il y a plusieurs choses qui sont faites. On va essayer de passer rapidement sur ce qui est plus intéressant. Déjà, étant donné deux tuples de données, x, y, z, bon ici ABC, il faut qu'on calcule la distance euclidienne pour ensuite pouvoir parler de cette histoire de fusionner les deux boîtes les plus proches. Bon, ce qu'on sait, c'est que les ordinateurs n'aiment pas manipuler des nombres à virgule, donc on va éviter de faire la racine carrée, on va manipuler juste les distances au carré, la fonction carré étant croissante. Si on trie par ça, c'est comme si on avait trié par la distance elle-même. Donc on garde les d carrés, à savoir la somme des différences sur chacune des coordonnées, le tout au carré. Et donc, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Tout en bas, on doit au départ lire le fichier, ça demande de l'ouvrir et de récupérer ligne par ligne les coordonnées, de créer des tuples. Bon, rien de bien intéressant, rien de bien particulier en termes algorithmiques. On choisit tout de même, on le voit ici, de récupérer les boîtes et de les mettre dans un tableau. Pourquoi dans un tableau? Parce qu'un tableau, ça permet d'accéder à une boîte avec son indice en temps constant. Et donc, d'ores et déjà, chaque boîte aura un indice associé, un nombre entre 0 et n-1, où n, ici c'est 1000, le nombre de boîtes. Et donc déjà, on aura une structure qui va ressembler à nos tableaux de représentants et nos tableaux de taille. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va initialiser toutes nos structures. N, c'est le nombre de boîtes. Nombre fusion, c'est le nombre de fusions qu'on va faire avant de regarder quels sont les circuits les plus grands. Alors, ensuite, on va créer nos classes. Alors ici, ce qu'on a choisi de faire, c'est de ne pas garder les tailles dans un tableau, mais de dire que chaque classe, c'est une liste, avec au départ un seul maillon, et on va aussi garder à côté la taille, à côté de la liste. Donc comment est-ce qu'on fait? En fait, au départ, tout le monde est tout seul, donc là on est en train de faire l'initialisation, je peux le noter. On est en train de faire l'initialisation, cirque comme circuit. Pour chacune des boîtes,
on va récupérer son indice, donc numéro 0, numéro 1, numéro 2, et on va créer une liste toute seule en disant quelle est de longueur 1, et qu'au départ, on a une seule boîte dans la liste, c'est la boîte elle-même. En plus, on garde i, c'est quoi i? C'est donc sa position. Ça permet d'avoir à la fois l'élément entre 0 et n-1, mais aussi les valeurs ABC, parce qu'on aimerait bien pouvoir les récupérer facilement, on en aura besoin après. Les valeurs ABC, les coordonnées de chacune des boîtes. On va aussi créer un tableau représentant, grâce à array.init, ça fait quoi? Ça fait le tableau qui est décrit ici, avec 0 à la position 0, 1 à la position 1, etc. Tout le monde est son propre représentant initialement. Donc ça, c'est l'initialisation de notre structure UnionFind. Ensuite, on va avoir besoin, pour l'instant S2, on oublie, parce que ça c'est pour la partie 2. On va avoir besoin de garder en mémoire les distances des paires de boîtes, parce qu'on a dit qu'on regarderait les paires de boîtes par distance croissante. Ici, comment est-ce qu'on choisit de faire ça? On va mettre ça dans un tableau de longueur n carré, parce qu'il y aura combien de distance? Il y en aura n carré, ou plutôt de l'ordre de n-1 sur 2, mais pour permettre d'accéder à la distance entre i et j en temps constant, on va juste faire un tableau de longueur n carré. Au départ, les distances, on initialise un truc, c'est pas très joli, mais ce sera un nombre très grand, qui va être plus grand que toutes les autres distances. À quoi ça sert? Ensuite, pour tout i et pour tout j, différent de i, on calcule la distance au carré, et on la met à la position correspondante. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'éviter d'utiliser une matrice, on préfère utiliser un tableau linéarisé. On aurait pu utiliser une matrice, mais matrice c'est difficile à trier. Il n'y a pas vraiment de notion de tri de matrice. Donc là on met tout dans un tableau. On va stocker la distance entre i et j. En plus de ça, comment on va faire un tri? Ce serait quand même bien de pouvoir retrouver à qui on correspondait, donc on va enregistrer le i et le j. Donc en fait, à quoi ça ressemble ça? Ça ressemble à un tableau linéarisé, ou plutôt une matrice linéarisée. L'idée c'est que, intuitivement on a une matrice, où si je regarde la ligne i et la colonne j, ici je vais avoir la distance au carré entre i et j. Et donc, ça c'est ce qu'on a mentalement. Mais en vrai, comme nous on a envie de créer un tableau, on va plutôt linéariser ça. Ça veut dire, on va transformer ça en un grand tableau qui va contenir d'abord tous les éléments pour i égale 0, puis tous les éléments pour i égale 1, avec ici donc j qui va valoir 0, 1 jusqu'à n-1, puis à nouveau j qui vaut de 0, 1 jusqu'à n-1, etc. jusqu'à la dernière ligne pour i égale n-1. Et on met tout ça donc dans un grand tableau. C'est la même matrice, mais juste on a découpé les lignes, on les a mises les unes à la suite des autres. Ça va permettre de faire un tri. Bon, ici, au final, on aurait pu mettre ça n'importe où, mais donc ça permet de s'y retrouver. Et ce qu'on sait, c'est que si on veut retrouver la case, disons, i, j, qui était ici, on va aller en i fois n plus j, puisqu'on se déplace de n fois pour trouver la bonne ligne, plus j pour se déplacer au sein de cette ligne. Bon, ça c'est vraiment un détail. En tout cas, on crée ce tableau, on calcule chacune des distances des paires, et on trie. Attention, il faut bien faire attention à ne pas calculer en double, parce qu'une paire, elle compte que dans un seul sens. Donc on s'assure que j sera toujours strictement supérieur à i. Et puis ensuite, on fait appel à sort, ce qui permet de trier notre tableau des distances. Et donc maintenant, elles seront de plus petit au plus grand. Et ensuite, on va parcourir ce tableau avec chacune des paires. Et on va regarder les distances dans l'ordre. On sait qu'il y a exactement n fois n-1, le tout sur 2, paire de boîtes. Le reste des éléments, en fait, ce sera une valeur qui sera un truc plus l'infini, en fait, mentalement pour nous. Et donc elles ne vont pas rentrer en compte, et celles-ci, elles seront à la toute fin. Et qu'est-ce qu'on fait pour chacune des paires de boîtes? On récupère leurs indices. La distance en elle-même ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on voulait, c'était pour trier. Maintenant que j'ai i et j,
eh bien, je vais récupérer ici le représentant. Et donc ça, c'est l'opération unir. L'opération, non, à chaque fois je me trompe, c'est l'opération find, c'est l'opération trouver. Je vais trouver les représentants de i et de j. Et si les représentants sont les mêmes, alors je ne fais rien. C'est ce qu'on avait dit, si les représentants sont les mêmes, je ne vais pas faire d'union, ils sont déjà ensemble. Par contre, si ils sont différents, si rep i est différent de rep j, alors je vais récupérer les listes chaînées. Et ni, c'est la longueur. Donc on va récupérer ni, li, le nombre d'éléments dans la classe de i et ses éléments. Pareil pour j. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on allait rattacher la liste la plus petite à la plus grande pour essayer de faire le moins de changements représentants possible. Et donc, pour pouvoir parler de manière symétrique, on appelle représentant du max, liste max et liste min, qui, soit i, soit j, donc soit représentant de j, lj, li, soit l'inverse, en fonction de la comparaison entre ni et nj. Donc, la liste la plus petite, maintenant, elle s'appellera lmin, et la plus grande s'appellera lmax, avec le représentant repmax. Et donc, indépendamment de si c'était i ou j, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier les représentants. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec cette ligne 37, list.iter. En fait, dans toute la liste lmin, pour tous les éléments de la liste la plus petite, pour revenir à l'exemple, c'était celle-ci, on va changer la valeur du représentant dans le tableau. Donc ça, on le fait avec cette liste-là. Dans le tableau rep, je change pour tous ces éléments-là leur représentant au représentant de la liste la plus grande. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ça, c'est pour la partie 2, on oublie. Ce que je fais, c'est que je vais changer la liste de repmax, et je vais dire que c'est une nouvelle liste qui est la concaténation des deux listes. Ça va me demander de faire un nombre de changements qui est proportionnel à la longueur de la liste de gauche, parce qu'on sait que la concaténation de deux listes en OCaml, ça demande, c'est proportionnel à la longueur de la liste de gauche. On va rajouter chacun des éléments, les uns après les autres, à gauche de Lmax. Tandis que la longueur de la liste qu'on obtient, c'est donc ni plus nj. Donc là, on s'est un tout petit peu éloigné de ce que j'avais expliqué dans ce dessin-là, puisqu'en fait, on n'a pas ces questions de retrouver la tête de liste, ou plus précisément, on va faire un nombre d'opérations qui sera équivalent au nombre de changements de représentants. Donc ça reste du n log n au total. Simplement, je colle la plus petite à la plus grande. Si je faisais la plus grande à gauche, alors là, ça pourrait avoir un nombre de calculs qui serait beaucoup plus grand. On pourrait obtenir du n carré. Et qu'est-ce qui se passe? Ça c'était, donc ça je l'ai pas mis, mais on va dire que ça c'était l'union. Et uniquement si les deux représentants sont différents. Et donc on va faire ça plein de fois. Il y a un moment qui va être important, c'est quand on aura fait 1000 fusions. Sachant que nombre de fusions, on a dit que c'était donc 1000. Quand on a atteint 1000 fusions, ça se voit par ce test, k égale nb fuse moins 1. Alors là, on a un nombre de circuits. Les circuits ont différentes longueurs. Eh bien, on récupère les circuits, on copie pour éviter de toucher à nos circuits d'avant, parce que sinon on perd toutes les informations qu'on a dedans, et juste, on les trie. Par quoi? Par taille croissante. Alors pourquoi est-ce que ça se fait par taille croissante? Parce que nos circuits, rappelons-le, ils sont donnés par des tuples. Où est-ce qu'on a initialisé ça? Ici. Nos circuits sont donnés par des tuples où on commence par la longueur, puis la liste. Quand on trie en OCaml de manière générale, on va d'abord regarder la première coordonnée, puis la seconde, etc. Donc, on va trier selon la première coordonnée qui est la taille. Évidemment, nous on veut quelque chose de décroissant, donc la fonction de comparaison, ce sera moins compare. La fonction qui a xy associe moins compare xy. Ça permet d'avoir un ordre décroissant et non pas croissant. Il ne nous reste plus qu'à récupérer les tailles des trois premiers éléments, à faire leur produit,
et à l'affecter à la valeur de retour S1. Alors là, j'ai une erreur parce que S2 n'est pas défini, donc S2 ce sera pour la partie 2. On enregistre. Ça sert à rien en fait. Donc on efface, je sais pas pourquoi c'était là. Et on va pouvoir compiler. Alors on va tester sur le test, puisque nous, on nous avait dit... quoi? Alors sur le test, on nous avait dit... Après... on n'avait pas demandé 1000 fusions, on nous avait demandé... Combien de fusions? Tac, tac, tac... 10. Donc on va modifier le code pour l'instant, et on va dire que le nombre de fusions qu'on veut faire, c'est 10. Et on va voir quelle réponse on obtient. Donc on compile, et on va exécuter sur le test, et on nous dit que le produit nous donne 40, et c'était exactement ce qu'on avait, 5 x 4 x 2 égale 40. Donc maintenant on va tester, on va admettre que c'est correct, hein, si on n'était pas déjà convaincu, et on va tester cette fois-ci en recompilant, et on va tester sur le vrai input, et ça a tourné. Vous avez vu quand même que ça a pris un petit temps. On va relancer, mais en calculant de manière naïve le temps. Ça a pris une demi-seconde pour la partie 1 et pour la partie 2, parce que la partie 2 elle a été calculée aussi, même si on l'a pas affiché. Donc on obtient 46 398, et c'était bien la valeur qu'on attendait. Donc vous voyez que c'est pas immédiat. Si j'avais utilisé un union find moins efficace, en n carré, donc si j'avais pas utilisé notamment la comparaison entre les deux longueurs de liste, ça aurait pu prendre un temps plus considérable. On peut parler de la partie 2 très rapidement, parce qu'une fois qu'on a fait la partie 1, la partie 2 elle est immédiate. En fait on nous dit, bah on va continuer à fusionner, on va pas faire ça que 1000 fois, et on va fusionner jusqu'à ce que on ait une seule et même classe. Et donc, revenons au code. Ça, c'était ce qu'on faisait, en fait, avec les lignes que j'ai effacées, ici. Voilà, c'est cette ligne-là qui va tout changer. Parce que maintenant, j'ai besoin de... Voilà. C'est pour ça qu'ils étaient là. Qu'est-ce qui se passe quand on fusionne et qu'on obtient un seul circuit? Donc, on a une dernière fusion, nécessairement, on aura deux classes, puis elles vont devenir une seule. Donc c'est le seul cas qui va se produire une seule fois, où NI, le nombre d'éléments dans la classe de I, et NJ, le nombre d'éléments dans la classe de J, leur somme vaut N, le nombre d'éléments au total. Bah dans ce cas, on fait le produit des deux coordonnées de X, puisque c'est ce qu'on nous demande. Et à la fin, on renvoie ça. Voilà, on avait juste à ajouter ça. D'où le test K égale 1000, ou K égale 999, pour continuer à le faire, et on va bien fusionner les boîtes jusqu'au bout. Et donc, on va pouvoir compiler à nouveau, exécuter. Alors, on va tester sur, maintenant, déjà test.in. On obtient 25 272, et c'était ce qu'on devait obtenir. Donc, sur le test, ça marche. Et si on fait la même chose sur l'input, on obtient 814, et voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc vous voyez que ça prend une demi-seconde. Et donc si on n'avait pas été aussi efficace sur le union find, ça aurait pu prendre un temps plus considérable. Parce que si un temps en n log n c'est une demi-seconde, peut-être qu'un temps en n carré, ça aurait été, je sais pas, 5 secondes, 10 secondes. Et si on avait plus de 1000 boîtes, si on avait plutôt 10 000, là ça aurait été une différence vraiment qu'on aurait remarqué et qui aurait été considérable. Donc, alors petit ajout là que je fais en plein milieu, je me suis rendu compte que j'ai dit une bêtise en disant que le temps de calcul d'une demi-seconde, c'était lié à notre implémentation, et que ça prendrait beaucoup plus de temps, avec une implémentation pire qui prendrait un temps n carré au total. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui prend le plus de temps là? Qu'est-ce qui prend le plus de temps dans notre code? Mais c'est pas la structure union find telle qu'on l'a faite, c'est ces choses-là. C'est quand on initialise le tableau des distances et qu'ensuite on le trie.
Et en fait, c'est le tri qui va coûter le plus, parce que peu importe si notre structure union find et toutes les opérations d'union, elles prenaient un temps n carré, ben, quand bien même, ça resterait négligeable devant cette ligne-là, qui, avec un tri en n log n, alors en fait, un tri en n log n, mais par rapport à la longueur du tableau, ici, ça nous donnerait un tri, donc en n carré log n carré, c'est-à-dire n carré log n. Et c'est ça le plus coûteux, c'est n carré log n, c'est le tri. On trie un tableau qui contient n carré éléments, avec un tri qu'on peut supposer quand même suffisamment efficace, donc pas quadratique, mais quand même n carré log n pour n égale 1000, déjà ça commence à faire un peu, hein, on l'observe, plus donc le n log n de toutes les fusions, et donc finalement c'est ça qui coûte. Donc on pourrait imaginer que ça coûterait un peu plus d'avoir une structure moins bien implémentée, mais ici je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit le moins efficace, hein, qui ajoute le plus de temps de calcul. Ce serait à tester. Qu'est-ce qui se passe si on utilise tout simplement un union find avec des tableaux, quelque chose où on fait beaucoup de parcours redondants et inutiles. Comment qu'on peut faire sur nos opérations? Il est facile de voir qu'on a du union find si on connaît la structure. Et on peut raisonner en termes d'union et d'union de classe et de le fait de chercher un représentant, et ensuite, on se dit, plus tard, on va implémenter ça d'une manière ou d'une autre. Mais séparer la logique de nos opérations et leur implémentation, leur complexité, ça permet de raisonner plus efficacement. Ici, c'est pratique pour ça. Et donc, finalement, on a résolu le problème. Donc, c'est pas un problème très difficile si tant est qu'on connaît l'implémentation, et même si on faisait une implémentation naïve, je pense quand même qu'on arriverait au résultat, même si ça tournerait un peu plus longtemps. Mais donc là, soit on connaît, soit on connaît pas, et maintenant qu'on a vu le problème, on connaît. Donc Union Find, c'est au programme de MPI, c'est pas une structure qui est utilisée dans beaucoup d'algorithmes, contrairement, disons, aux fils de priorité qui reviennent tout le temps, ou aux dictionnaires, mais quand même, quand on a fait un peu de théorie des graphes, on voit que ça peut servir, et pour ce problème-là, ça servait aussi. Voilà, donc je m'arrête là. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour résoudre ce problème vous-même. Et le prochain problème dont j'ai envie de parler, on parlera de branch and bound, de séparation et évaluation. Mais voilà, pour l'instant c'est fini. Donc, à la prochaine.